L'oreille indiscrète, bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous qui sera consacré aujourd'hui à un livre intitulé « Le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescence ». Ce livre qui est sorti cet été, au mois de juin 2016, à l'édition L'Harmattan, est écrit par Frédéric Gobert, qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric Gobert, vous êtes docteur en sciences du langage, écrivain, professeur de lettres au collège public de Privas. Vous étiez venu en 2011 pour un précédent livre, un roman d'anticipation, Bas Occident, civilisation nucléaire, dernières années. Vous revenez aujourd'hui donc avec cet essai. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? J'imagine déjà que c'est votre propre expérience d'enseignant. Comment vous vous posez par rapport à ce livre ? Est-ce que vous vous posez en porte-parole du corps enseignant ? Et quel est le... Oui, pourquoi ce livre ? Pas porte-parole du corps enseignant, non, pas du tout. Je ne comprenais pas grand-chose au système éducatif. Moi, je crois comme beaucoup de parents et peut-être aussi beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnel. J'avais besoin de comprendre le système éducatif. Je ne me lançais pas encore dans l'écriture de quelque ouvrage que ce soit parce que j'envisageais bien un travail assez important. Et à la suite d'un stage de formation obligatoire, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a fallu que j'écrive. C'était donc moins une envie qu'un besoin. Et ce besoin m'a amené à écrire. Au début, j'avais prévu d'écrire un article. Je me suis dit que ça suffirait. Et puis, voyant que ça ne suffisait pas, j'ai laissé venir. Et donc, j'ai écrit pendant plusieurs mois, dès que j'avais un moment de libre. Et ça a donné un gros ouvrage dont une partie est publiée ici. D'accord. Donc l'écriture, finalement, vous a permis de comprendre ce système éducatif que vous ne compreniez pas ou plus. Voilà. Non, je crois que non. Je crois que je l'avais jamais vraiment compris. Mais là, j'ai l'impression de comprendre. Voilà, maintenant, quand j'écoute une émission à la radio, quand je lis un article, voilà, maintenant, je comprends ce que les gens écrivent et surtout ce qu'ils n'écrivent pas, entre les lignes, et ce que donc beaucoup de lecteurs, j'imagine, ne perçoivent pas nécessairement. Donc maintenant, moi, j'y vois assez clair et je pense que si j'essaie de passer à la radio, c'est pour partager, pour aider d'autres personnes à comprendre aussi. Donc un livre qui s'adresse à qui ? À tout le monde finalement ? À tout le monde, voilà. Alors aux parents, au personnel de l'éducation. Alors au début, j'envisageais peut-être aussi les élèves, les étudiants, mais plusieurs ont essayé et m'ont dit que c'était un petit peu difficile pour eux. Donc je pense que plutôt pour les parents et les personnels de l'éducation avant tout. Et les politiques aussi. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est pas vraiment un énième livre sur l'école. Comme vous l'avez dit, c'est pas un livre que vous portez pas en tant que porte-parole du corps enseignant. C'est un livre qui replace finalement le système éducatif dans un contexte. Et ce contexte, c'est celui d'une société, celle d'aujourd'hui. Celle qui existe depuis une quarantaine d'années, on va dire. Vous repartez en 1971, c'est une date clé. Et il est question d'une société capitaliste, mais d'un capitalisme artiste. Voilà, le capitalisme d'aujourd'hui est un capitalisme différent de celui des années 60 et antérieurement encore. Le capitalisme d'aujourd'hui, on le connaît tous sous le nom du néolibéralisme, moins sous le nom du capitalisme artiste. Alors c'est une expression qui provient d'un livre de Lipovetsky et Jean Serrois, L'esthétisation du monde, qui est un livre passionnant, qui m'a beaucoup aidé qui m'a donné des clés pour pouvoir analyser le système éducatif, même s'il n'en parle pas, lui. Et le capitalisme artiste, c'est un capitalisme qui se nourrit de la créativité humaine, mais qui s'en nourrit. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de développer la créativité de chacun pour
Par exemple, cheminer sur une voie spirituelle, pour cheminer personnellement, mais c'est une créativité qui est là pour être exploitée par les grandes entreprises principalement, pour faire du business, faire de la productivité. Et ce capitalisme-là, c'est lui qui dicte les règles de l'évolution du système éducatif pour justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Bac+2, de Bac+3. On a entendu François Hollande le dire. Et c'est parce que l'OCDE le demande, et l'OCDE demande qu'il y ait beaucoup plus de Bac+3, 40 à 50% d'une classe d'âge, ce qui est considérable. Donc c'est pour ça qu'on envoie beaucoup de collégiens au lycée général et technologique. Ce n'est pas parce que les parents le souhaitent ou parce que ça ferait du bien aux élèves, mais parce qu'il faut produire ces Bac+2, Bac+3 pour nourrir les grandes entreprises. Et il ne s'agit pas d'épanouissement parce que la société, elle, ne s'en portera pas mieux. On manquera d'artisans, on manquera de personnel qualifié à d'autres niveaux. En revanche, le vivier des Bac+3 va être considérable et les grandes entreprises pourront piocher dedans et les sacrifier. Eh bien, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Si on revient à ces deux auteurs, Jean Serrois et Gilles Lipovetsky, je pense surtout à Gilles Lipovetsky en fin de compte, parce que lui, ça fait longtemps qu'il parle de ce terme d'hédonisme, qu'il le dénonce. Vous reprenez ça fait partie du titre de votre livre, l'hédonisme. Mais vous expliquez que finalement, derrière ce mot, il peut y avoir deux définitions, qui sont deux définitions assez différentes. Il y a deux définitions radicalement différentes. Oui, il y a l'hédonisme ascétique, l'hédonisme épicurien qui est ascétique, qui n'est pas l'hédonisme épicurien que chacun croit connaître, c'est-à-dire on se fait plaisir et puis c'est tout. Non, c'est un hédonisme rigoureux, difficile, très difficile. Et cet épicurisme-là n'est pas du tout l'hédonisme qui est vanté dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, il s'agit de se faire plaisir. Et d'ailleurs, 90% des parents interrogés lors d'une étude, lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils attendaient pour leurs enfants au collège, ils ont répondu qu'ils s'épanouissent. Donc, ce n'est pas qu'ils apprennent, ce n'est pas qu'ils grandissent, c'est qu'ils s'épanouissent. Alors c'est un terme assez flou, qu'ils s'épanouissent. On peut penser que ça peut être bien a priori, parce que s'épanouir, bon. Et puis on peut s'épanouir par le savoir, peut-être. Voilà, mais il se trouve que le savoir, lui, n'était positionné que bien après, et il n'y avait plus que 50% des parents. Par contre, 90%, c'était l'épanouissement. Alors qu'est-ce que c'est l'épanouissement ? Parce que si au collège, s'épanouir, c'est finalement s'amuser, parce que ça va se réduire souvent à un hédonisme qui est l'hédonisme non pas épicurien, donc, mais l'hédonisme de la consommation, l'hédonisme de la facilité, on pourrait dire de manière même un peu objective. Et cet hédonisme-là, c'est celui qu'on nous demande d'appliquer, nous aussi, dans le système éducatif. Donc quand vous dites qu'on nous demande d'appliquer dans le système éducatif, vous parlez des différentes réformes qui ont lieu justement depuis... qu'on met en place depuis un certain nombre d'années. Alors la dernière c'est encore pire, on peut en parler de manière un peu amusée si on veut. C'est comme ça que je l'ai présenté aux parents, moi, en début d'année, avec le sourire et en s'amusant, parce que sinon, on risque de s'inquiéter. Et donc oui, moi j'ai rassuré les parents en leur disant... Écoutez, avec la réforme, c'est très simple, les notes de vos enfants vont monter complètement artificiellement, mais c'est pas grave, elles vont monter. Moi, je demande aux parents qui nous écoutent de vérifier en juillet 2017 les résultats au niveau de la France. Je fais le pari que le niveau va monter dans toute la France, purement artificiellement, pour différentes raisons. Déjà parce qu'au niveau du contrôle continu, n'importe quel élève va partir avec un capital de 80 points sur 400. Quelle que soit sa moyenne de l'année, il a 80 points sur 400. C'est la réforme qui le veut. Ensuite, l'oral est vraiment simplifié et n'est plus sur 40 points, mais sur 100 points. Donc, les points, là aussi, il va y en avoir beaucoup. Ensuite, il va rester des épreuves terminales qui ont légèrement changé. Légèrement, ou plus ou moins légèrement, mais le nombre de points alloués à ces épreuves terminales reste tout à fait minoritaire. Donc, on peut avoir le brevet et même haut la main sans problème. Cette réforme parle aussi beaucoup, et vous en parlez de ce terme de compétence qui finalement prendrait la place de ce qu'on appelait les connaissances. Oui, alors officiellement, le discours est clair. Les connaissances sont toujours là, le savoir est toujours important. Les plus grands représentants de la pédagogie contemporaine l'affirment. Toutefois, quand on va lire les textes de près, de tous bords, les textes des pédagogues de l'OCDE, des gens qui sont hostiles aux réformes, quelle que soit la source, on trouve toujours la même chose. Ça, je l'étudie dans mon prochain livre qui paraîtra dans quelques semaines. Il y a des pages entières là-dessus.
Donc les preuves sont là. En fait, la connaissance est exclue. Donc c'est écrit noir sur blanc. Quand on agit, quand on enseigne par compétence, la connaissance, elle n'est plus à l'ordre du jour. Le savoir existe. Voilà. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc et ce n'est pas un propos idéologique que je tiens, de droite comme de gauche ou d'extrême ceci ou cela. C'est vraiment appuyé sur des lectures nombreuses. Et nombreuses parce qu'au début, ça surprend. Donc on se dit non, c'est pas possible. La deuxième fois, on se dit non, c'est pas possible. Puis au bout d'un moment, on est bien obligé de reconnaître qu'effectivement, quelle que soit la personne qui parle, que ce soit un politique de l'OCDE, un responsable éducatif de quelque bord, que ce soit qui vraiment écrit noir sur blanc sur la question, la connaissance, non, c'est terminé. Donc par exemple, avec la réforme, on a des centaines de pages de connaissances. Donc c'est ce qu'un politique me répondrait. Mais Monsieur Gobert, il y a des centaines de pages de connaissances. On dirait que vous ne connaissez pas le programme. Et donc, je lui répondrai, mais si, effectivement, dans le programme, il y a des centaines de pages de connaissances, sauf qu'à l'arrivée, on demande aux élèves de valider des compétences. Voilà, et exclusivement des compétences. Et quand on regarde les compétences, on se rend compte que la connaissance, le savoir n'a pratiquement aucune place là-dedans. Alors, justement, qu'est-ce qu'une compétence ? Donnez aux auditeurs un exemple, finalement. Alors, qu'est-ce que ce serait une compétence ? Alors, je veux pas caricaturer, mais je vais en prendre une comme ça, parce que celle-là, elle est un petit peu amusante. C'est par exemple lié à... Alors, je connais plus les expressions exactes des compétences, donc on m'excusera si ce n'est pas exactement ces mots-là. Mais par exemple, est capable d'analyser, de reconnaître une chanson. Voilà, ça va être une compétence. Et c'est lié à une chanson contemporaine, par exemple. Et ça se situe dans le cadre de la culture humaniste, par exemple. Voilà, donc quelqu'un qui étudie une chanson, une petite chanson populaire d'aujourd'hui, sympathique, et voilà, on va pouvoir cocher une case dans culture humaniste. Voilà, c'est un exemple. Mais bon, il y en a plein, c'est faire ceci, c'est faire cela. Je sais pas, un élève qui sait lire un texte, on va cocher la compétence sait lire un texte. Mais s'il sait lire un texte en septembre, en début de 6e, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne lui fait plus lire de texte jusqu'à la fin de la 3e ? Il y a des choses comme ça qui sont un petit peu compliquées à exploiter avec les compétences. De fait, je suis peut-être comme de nombreux parents avec l'expression nivellement par le bas. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, je me disais c'est une expression réactionnaire, ça, nivellement par le bas. Et donc vraiment, je refusais cette expression-là. Et à force d'observer, d'analyser, d'étudier, après l'étude après cet essai que j'ai écrit de plusieurs centaines de pages, on est obligé de reconnaître que c'est le nivellement par le bas, en fait. Vraiment, le socle qu'on appelle de compétences, c'est vraiment le nivellement par le bas. Il y a aucun doute. Vous avez employé le terme de réactionnaire, juste là. Est-ce que justement, votre analyse risque pas d'être taxée de réactionnaire, puisque vous en prenez justement à des choses qui concernent certainement ce système éducatif, mais finalement qui concernent la société tout entière, qui consiste justement à cette jouissance sans entrave qui est prônée, au plaisir, à l'hédonisme, ou encore, vous en parlez aussi, il y a un chapitre qui est consacré au kitsch, à toutes ces nouvelles valeurs qui sont prônées aujourd'hui et qui à contrario risqueraient de... Alors c'est une excellente question parce que dans le livre, il y a, je pense que quelqu'un qui serait réactionnaire, ils sont de le dire sans jugement, quelqu'un qui serait hostile à ce que l'on appelle aujourd'hui le progrès et qui est une idéologie. Quelqu'un qui serait hostile à ça va trouver matière à alimenter sa propre vision des choses. Quelqu'un qui, au contraire, est un anticapitaliste farouche va trouver aussi, toujours dans le même livre, plein d'arguments qui lui permettront d'aller dans son sens. Donc, il n'y a pas j'espère qu'il n'y a pas d'idéologie dans mon livre, mais au contraire que j'essaie de voir les choses comme elles sont et d'essayer de les critiquer de manière constructive. Par exemple, le ludique, qui est à ce point valorisé aujourd'hui, on ne dit pas à quel point il est consubstantiel avec autre chose qui est l'infantilisation. Le ludique partout, c'est l'infantilisation généralisée. Alors, je ne sais pas si c'est être réactionnaire que de dire ça ou d'extrême gauche, j'en sais rien, mais c'est un fait. Donc, quelle société on veut? Quel
type d'adulte on veut. Est-ce qu'on veut construire des adultes ? Je ne pense pas que ce soit réactionnaire de dire que l'objectif, quand on est à l'âge adulte, c'est d'être effectivement un adulte. Mais comme le fait d'être jeune aujourd'hui est valorisé, c'est très difficile effectivement de tenir un autre discours sans être taxé de réactionnaire. Et pourtant, être jeune par exemple, être rebelle, c'est être à la mode. C'est la mode de notre époque, depuis d'ailleurs pas mal d'années, voire dizaines d'années. Le néolibéralisme vante depuis les années 70, depuis qu'il est arrivé sur la planète et qu'il domine progressivement toute la planète, il prône le modèle du rebelle. Or, un jeune, du coup, ça ne doit pas l'aider à se construire parce que s'il est rebelle, il pense donc du coup s'affirmer, mais comme la mode c'est d'être un rebelle, en fait, il n'y a pas plus mouton et conformiste que le rebelle. Ce qui veut dire que pour se construire, c'est plus compliqué. C'est ce que vous appelez la démocratie du bocal et l'indignation du poisson rouge. Voilà, c'est ça. Quand on est dans le bocal, il n'y a pas de problème. On peut s'indigner. D'ailleurs, c'est le fameux livre « Indignez-vous » qui, en fait, est dramatique parce que ça veut dire qu'on encourage les gens à l'intérieur du bocal à s'indigner. Et donc, il y a plein de gens dans le bocal qui s'indignent. Mais tant qu'ils ne sortent pas du bocal, on les laisse s'indigner. Par contre, si quelqu'un en sort et dit « Mais attendez, regardez, vous êtes tous dans le bocal », celui-là, on commence à lui faire sa fête. On pourrait aussi, quand je reviens sur ce terme un peu dont certains pourraient vous qualifier de réactionnaires, voire de nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux réactionnaires, je pense notamment à quelqu'un comme Philippe Meuret, quand vous parlez notamment du fait que finalement on vous demande de mettre le plaisir, la notion de plaisir dans l'enseignement, est-ce que le plaisir est forcément antinomique pour vous d'un enseignement digne de ce nom ? Ah non, pas du tout. Alors moi je suis peut-être en train de faire le grand écart tous les jours dans mes cours parce que j'essaie d'être à la fois exigeant et rigoureux à ma façon, avec ma personnalité, et en même temps de m'amuser, de faire en sorte que les élèves aient du plaisir à être en cours. Et j'espère que c'est le cas et que quand ils sortent de mon cours, ils ont eu du plaisir à être là et puis ils ont plutôt envie de revenir. Alors certes, si on leur laisse le choix, on sait bien qu'ils ne reviennent pas. Ils restent chez eux. Quand il y a une grève des enseignants, il y a surtout une grève des élèves en fait. Mais bon, cela dit, je pense qu'on peut faire les deux. Même si c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment très difficile. Toutes les fois où j'ai essayé de poser comme point de départ, alors je sais que c'est une erreur, mais de ne pas poser comme point de départ la réalité, mais les objectifs rigoureux que je voulais me fixer et pour transmettre un certain nombre de choses aux élèves, ça a toujours été très difficile parce que les parents ne suivaient pas et je savais que la hiérarchie ne me suivrait pas si j'avais des conflits avec les parents. Donc, si on veut vraiment atteindre un certain niveau de rigueur et de transmission, ça ne sera pas possible parce qu'on va se heurter à la hiérarchie, aux parents, aux élèves. Et là, on n'est pas dans l'émeute, mais enfin, de toute façon, on est tout seul. Les parents, vous en parlez beaucoup aussi dans ce livre, Frédéric Gaubert, mais on ne sait pas trop comment vous les situez. On a l'impression que d'un côté, ils acceptent complètement ces réformes et comme vous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission, ils veulent que leurs enfants soient épanouis au collège. Et en même temps, à d'autres moments, on a l'impression que les parents s'inquiètent facilement aussi de justement cette absence de savoir, par exemple, dans les programmes. Oui, alors c'est vrai que là, je crois là, que j'ai commis l'erreur que j'essaie de ne pas commettre juste avant, là, il y a une minute, c'est de dire les. Quand on parle des parents ou des élèves, on a souvent tendance à commettre cette erreur, les enseignants ou d'autres, à dire les parents, les élèves. Bon, ce ne sont jamais les parents et les élèves, c'est toujours une partie, une fraction des parents, une fraction des élèves. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai parlé de ces parents qui ne suivent pas un enseignant quand il est trop exigeant, ce ne sont pas tous les parents. Mais j'en ai fait l'expérience dans un centre de classe, c'est assurément un tiers. Voilà, il y a un bon tiers des parents qui sont nettement hostiles et qui justifient le fait, par exemple, que leur enfant ne fasse pas le travail quand c'est un travail qui leur paraît trop compliqué, alors qu'il est faisable. Simplement, il faut suivre les méthodologies et puis écouter en classe, etc. Bref. Donc, il y a effectivement plusieurs types de parents. Il y a des parents qui sont favorables aux réformes. Il y en a quand même beaucoup qui sont inquiets pour leurs enfants et qui veulent leur donner toutes les chances de réussir et qui savent que pour cela, il faut réussir dans le système éducatif.
Et malheureusement, avec ces réformes, ça donne une image qui n'est pas nécessairement bonne du système public et qui amène donc des parents à se dire que dans le privé, ça sera peut-être mieux. En fait, ils n'en savent pas grand-chose, mais ils ont des idées un peu toutes faites sur le privé, qui est très très varié d'ailleurs suivant les établissements. Et ils se disent que peut-être que là, du coup, ça sera mieux. Et on voit d'ailleurs dans certains établissements, déjà dès cette année, une baisse des inscriptions. Et donc, comme cela arrive précisément au moment de la réforme, je ne ferai pas de lien explicite, mais simplement, voilà, ça arrive en ce moment, on peut s'interroger. Enfin, c'était quand même, moi j'ai interviewé des enseignants l'année dernière au sujet de cette réforme des collèges donc, qui a été mise en place à la rentrée. Oui. C'était une crainte certaine des enseignants visionnaires, enfin lucides en tout cas, sur le fait qu'effectivement, des parents allaient, face à cette réforme, mettre leurs enfants dans le privé. Ah, tout à fait. Même pour certains, c'est une volonté politique derrière. Hein. Enfin, c'est un souhait. Mais tout à fait. Quand on sait, par exemple... Alors moi, je fais partie de ces enseignants qui le disaient aussi. Et on peut constater que cette année, dans un établissement que je ne nommerai pas, il y avait... je crois que c'était 3% d'élèves en moins. Alors on peut penser que c'est peu, mais quand c'est un très gros établissement, on se rend compte que ça fait des dizaines d'élèves. Okay. Et donc par rapport à cette volonté, parce que là on pourrait dire que c'est un peu la paranoïa, la volonté de faire en sorte que les élèves aillent dans le privé, écoutez, non, on peut citer l'OCDE, là aussi l'OCDE qui a un rôle important, un responsable de l'OCDE, alors j'ai plus son nom, mais j'en parle dans mon livre, un responsable de l'OCDE qui dit, ça c'était il y a déjà 5-6 ans, voilà, l'objectif du système éducatif, c'est de s'occuper des déshérités du système éducatif public, de s'occuper des déshérités du système. Voilà, quand c'est une volonté d'une institution internationale de dire que le public est là pour s'occuper des déshérités, ça montre bien que l'objectif n'est absolument pas de valoriser les services publics. Et quand on sait que les gouvernements de gauche comme de droite qui sont au pouvoir font le lit, continuent d'appliquer ce que demande l'OCDE, donc effectivement on peut parler de volonté politique. Si on revient à votre ouvrage, donc le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent, il y a aussi, je pense, quelque chose de très important sur laquelle vous revenez assez souvent, c'est l'importance des mots. Des mots, de ce qu'on appelle aujourd'hui la novlangue, qui consiste beaucoup même à vider les mots de leur sens. Et cette novlangue qui finalement prend de plus en plus de place aussi dans le système éducatif. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais on le retrouve facilement, Le capitalisme paradoxant. Et je crois que c'est ça, c'est cette novlangue généralisée, c'est-à-dire que le capitalisme paradoxant, c'est celui qui dit de faire quelque chose alors qu'il faut faire autre chose. Il donne un ordre, il dit d'aller dans une direction alors qu'on ne peut pas le faire, et du coup, ça rend fou. Voilà. Et le capitalisme actuel prend une dimension de folie généralisée. C'est l'objet d'ailleurs principal de mon prochain livre, c'est cette folie généralisée, notamment dans le système éducatif qui ne peut rendre les adolescents que complètement déboussolés. Seulement un adolescent déboussolé à l'échelle de la société, ça fait un adulte déboussolé à l'échelle de la société, donc ça fait une société qui risque d'être extrêmement perturbée. Et quand on donne des ordres aux enseignants alors qu'en fait ils ne peuvent pas le faire, ou on leur dit blanc et ensuite on leur dit il faut faire noir, et ça tout le temps, généralisé. Voilà, il faut s'orienter, on fait tout en principe pour faciliter les choses, mais en fait le système d'orientation est de plus en plus complexe. On nous dit par exemple qu'il faut faire en sorte que les élèves s'orientent mieux en fin de troisième, parce qu'il y a plein d'élèves qui restent comme ça sur le bord du chemin, et en même temps, les parents ne le savent peut-être pas, mais à partir de 2017, il n'y aura plus de conseiller d'orientation. Voilà, donc en même temps, on tient un discours et on fait autre chose. Voilà, on dit que le français est important, mais on retire des heures de français en sixième par exemple, avec la réforme. Et c'est toujours comme ça fait des années que ça dure, et du coup ça ne peut que rendre complètement perdu. Et quand on est perdu, on va se rassurer avec certains partis qui vous tiennent des propos extrêmement caricaturaux, mais qui rassurent du coup. Et donc c'est pas du tout bon pour la démocratie, et je pense que nos responsables politiques dits modérés ont une responsabilité considérable dans ce qui peut se passer aujourd'hui de dramatique et à l'avenir. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. L'heure passe très vite. On aurait pu encore en parler longtemps.
J'aimerais quand même qu'on termine avec cette fameuse suite, puisque vous l'avez dit vous-même, à l'origine, il y a 800 pages, je crois, décrites. Voilà, là, il n'y en a que 200 de publiés. Là, il n'y en a que 200 dans cet ouvrage-là. Dans cet ouvrage-là et dans le prochain qui paraît dans quelques semaines, il y aura un autre... j'ai axé sur autre chose. Le titre va donner une petite idée, mais ça reste flou. Quand on ne se fie qu'au titre, c'est le système éducatif français à l'ère des perversions idéologiques. Donc c'est comment les idéologies imbibent le système éducatif, quelles idéologies et à quel point elles sont systématiquement perverties, à quel point ce sont des perversions de quelque chose qui pourrait être sain et bon, mais qui ne l'est malheureusement jamais. Et c'est assez dramatique de se rendre compte que c'est systématique. Ça sortira dans la même maison d'édition l'Harmattan ? Voilà, tout à fait dans la même collection. Et donc la sortie est prévue... avant Noël. Avant Noël. Très bien, je rappelle que, en attendant, on peut lire ce livre, donc le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent. Merci Frédéric Gaubert. Vous reviendrez en tout cas nous parler de ce second volume. Bien volontiers, avec plaisir. Merci à Sylvain, à la technique. Donc fin de cette émission. Demain, je vous rappelle que c'est vendredi, donc ça ne sera pas l'oreille indiscrète, mais ça sera Cinémascope. À demain.